tête. J'ai la sensation confuse de mal vieillir. Parce que quand les personnes que vous portez le plus dans votre cœur commencent à vous envoyer des fleurs, souvent des fleurs qui sont jonchées d'épines pour certains, mais heureusement pour d'autres aussi, il y a des fleurs qui sont en pleine éclosion. Mais surtout quand le frère de combat Kevin Roll parle de disque solaire, là je crois que le moment est venu de m'enterrer vivant. Je vais parler d'un homme que j'ai rencontré pendant 1h58, donc quasiment pendant 2 heures. Et cette rencontre a eu lieu au moment où j'étais en perdition et en errance spirituelle, en errance intellectuelle, mais surtout en détresse morale. Parce que j'avais été, à mon corps défendant, précipité dans une sorte de gouffre sans fin, avec des gens qui parlaient d'un Dieu d'amour, mais qui, à chaque détour de leur rencontre avec l'homme réel, l'homme concret, massacrent cet homme. Et surtout, chaque fois, il s'agissait de l'homme dont parle Rosa Amelia Plumel Uribe dans son ouvrage La férocité blanche. C'est-à-dire l'homme qu'on appelle le non-blanc ou le non-arien. Et cet homme, pour moi, j'ai eu l'occasion devant le professeur Obenga un jour de dire au professeur Obenga, vous êtes pour moi le patron des scribes, vous êtes Djibouti, professeur Obenga, Cheikh Anta Diop c'est Osiris. C'est Oussiré. Cheikh Anta Diop, c'est Oussiré. Parce que Oussiré, c'est l'homme puissant, hein, c'est ça le sceptre, le fameux sceptre, Was, l'homme puissant qui veille sur le trône de Geb, c'est pas sur le trône de Ra, parce que Ra c'est l'énergie, Ra c'est la vibration énergétique qui peut prendre 2 formes. Une forme corpusculaire et une forme ondulatoire. Ra, c'est ce sans quoi l'univers ne pourrait pas se structurer. Quelqu'un a parlé de structuration tout à l'heure. Donc, Cheikh Anta Diop, pour moi, c'était, et c'est toujours parce qu'il est là, dans cette salle, son cas divin est là dans cette salle, parce qu'un des enseignements les plus profonds de nos ancêtres communs de la vallée du Nil, égypto-nubienne, c'est que le cas divin est porté par l'énergie divine. Donc, quand on dit on va mourir, on dit Ro, Ka, Ra. Ce qui veut dire le R, c'est une bouche ouverte qui a été spécialisée comme un outil grammatical qui veut dire vers, en direction de. Le K, c'est la force vitale qui élève l'homme du stade de l'animalité vers le stade de la divinité. C'est l'élévation, hein, l'ascension zénitale, l'élévation. Et Ra, c'est l'énergie. Donc quand on dit que quelqu'un va mourir, il a peur. Il a peur parce qu'il pense qu'il va perdre le contact avec les plaisirs de la chair, qui n'en sont pas d'ailleurs, parce que quand on en abuse, ça donne aussi la destruction de la chair. Hein? Ce qui permet d'avoir le plaisir peut permettre aussi, s'il y a un excès de plaisir, de détruire le plaisir. C'est-à-dire, je dirais alors, comme les jeunes rappeurs, que trop de plaisir tue le plaisir.
Or, nous sommes devenus des épicuriens. Nous sommes devenus des jouisseurs. Mais le problème, c'est que nous sommes des jouisseurs sans moyens. Nous sommes des jouisseurs appauvris, paupérisés. Et de là naissent des frustrations. Et qui est le mieux placé pour recevoir nos flèches, disons nos épingles à nourrice? C'est l'autre nègre qui est à côté. Donc il y a un transfert d'agressivité sur les nôtres parce que nous sommes impuissants à agir en allant à la racine des choses. Et ceux qui essayent de le faire, parce que aller à la racine des choses, c'est ça qu'on appelle être radical. Mais vous savez bien qu'en français, quand vous êtes radical, c'est mal vu. Parce que c'est la voie royale pour devenir extrémiste. Donc moi-même, on m'appelle le principal activiste des réseaux afrocentristes en France et qui pratique le racisme à rebours. Alors j'ai demandé si le racisme à l'endroit était décent. Parce que c'est vrai que quand on fait le racisme à rebours, ça veut dire qu'on réagit face à un racisme qui lui est convenu, qui est accepté. Et pour moi, Cheikh Anta Diop, c'était donc un monument d'érudition qui baignait dans un océan d'humilité. Et j'ai dit au professeur Obenga, vous avez tout reçu de Cheikh Anta Diop. Mais Cheikh Anta Diop est au-dessus, toujours, par cette humilité. Alors, le professeur Obenga m'a dit, mais est-ce une remarque qui vise à m'humilier? J'ai dit, on ne peut pas humilier Djibouti. Donc, le problème de fond est le suivant. Cheikh Anta Diop est né en 1923 à Tchétou, donc dans la localité de Diourbel. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Sénégambie, nous sommes en plein pays Wolof. Nous sommes dans le centre, l'épicentre de la résistance qui a été menée par Lat Dior Diop, le dernier damel de Kayor, du royaume de Kayor, contre Faidherbe. Et Faidherbe a assassiné au moins 15 000 Sénégalais pour parvenir à ses fins. Mais même il n'est jamais parvenu à ses fins en fait. Parce que Faidherbe a dit que le problème de l'Afrique, c'est la résistance des Halpoulards, c'est-à-dire des peuples. Tant qu'on ne réduira pas ce peuple au néant, tant qu'on ne va pas anéantir les peuples, l'Afrique sera toujours en convulsion et en combustion. Donc, c'est un cousin de Lat Dior qui s'appelait Demba War. C'est lui qui finalement a donné le tuyau à Faidherbe. Un peu comme c'est le frère, parce que chez nous on ne dit pas le demi-frère, c'est le frère du roi Bérenzi, qui s'appelait Gaou Gouchili. Gaou, ça veut dire le ministre de la Défense. Gouchili, c'est celui qui jongle avec le fer. Gou, c'est le dieu du fer. Donc c'est lui qui a dit au métis, c'est comme ça que lui-même s'appelait, Alfred Amédée Dodds, si tu menaces de brûler tous les palais des ancêtres de Béhanzin, depuis Ganikhessou, Wegbadja, Dakodonou, Pengla, Agonglo, jusqu'à Glélé, qui n'y sont pas pères. Si tu menaces, il va sortir de la brousse. Mais on avait déjà infligé des défaites douloureuses à la France. Mais malheureusement, ce n'était pas la France. C'était à 98% une armée de Sénégalais qu'on a pris justement parmi des gens qui aidaient les colons français à mater d'autres noirs. Et le problème qui se pose, c'est pourquoi y a-t-il des noirs qui aident celui qui veut
éradiquer notre peuple, l'anéantir, à parvenir à ses fins. Pourquoi? Parce que les Africains ont sous-estimé l'odyssée tragique de l'Holocauste noir, qui est le plus grand, le plus long génocide de tous les temps. Mais surtout, les syndromes post-traumatiques qu'il y a eu sur les Africains. Les Africains et les meilleurs d'entre eux qu'on a déportés. On a déporté pour décapiter ces sociétés africaines qui ne voulaient pas renoncer à nos valeurs spirituelles, qui ne voulaient pas renoncer au savoir ancestraux. On les a décapités. Donc pour les décapiter, on envoie à la mort les meilleurs d'entre eux. C'est-à-dire les détenteurs de la science, qui sont en même temps des guerriers, donc des guerriers savants. J'appelle guerrier tout initié qui a pour but de protéger son clan, sa communauté, sa nation, son ethnie et son peuple. Donc, dès lors que vous êtes formés dans ce que nous appelons les confréries africaines de la maths, j'en citerai 4, à titre d'illustration simplement. Je citerai la confrérie des esprits du ciel. C'est ça les Zoulous, les esprits du ciel. Bon, je citerai ensuite la confrérie des dompteurs de léopards. C'est ça les Congos. Les Congos. Je citerai la confrérie des dompteurs de lions. C'est ça les Oromo et les rois comme Ménélique. Ménélique, ça veut dire le roi Mouéné, le roi Ménès. Hein? Le roi Mouéné. Hein? Quand il y a un grand savant de l'Égypte antique que les gens appellent Paménès, bon, il s'appelait Pamouéné, hein? Pamouna. C'est ça son nom, c'est des faux noms, ça, Paménès. Bon, donc, si je devais résumer ce que Cheikh Anta Diop m'a appris, en quelques mots, parce que je dis bien, j'ai rencontré Cheikh Anta Diop pendant 1h58 dans ma vie. C'était le 29 juillet 1987 que Cheikh Anta Diop m'a rencontré et il m'a permis de ne pas poursuivre mon contrat à durée indéterminable avec la confrérie des dompteurs, la confrérie des diables en soutane. Parce que le but c'était de m'envoyer pour éradiquer le vaudou. C'est-à-dire, un être humain, on l'envoie, et sa mission, c'est quoi? Va éradiquer le vaudou. C'est impossible, puisque le vaudou est dans ma maison. Vous comprenez? Donc, on m'envoyait, cette mission n'était même pas une mission impossible, c'était une mission suicidaire. Suicidaire. Donc, il y a cette rencontre pour laquelle j'ai toujours gardé une certaine frustration. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas Cheikh Anta Diop. J'ai vu un homme qui est, je l'ai dit, je le répète, un monument d'érudition baignant dans un océan d'humilité. Mais il était grand de taille, élancé, d'un noir qui était un peu... bon, moi, devant Cheikh Anta Diop, je suis presque un demi-dieu. Cheikh Anta Diop, c'était l'incarnation de la divine mélanine, avec cette souplesse et cette élégance des grands de la vallée du Nil. Donc, j'ai parlé de Platon. Normalement, c'était ni le lieu, ni l'occasion. J'ai dit que mon rêve était d'enseigner Platon aux nègres. Il dit, oh, j'ai dit, mais au Dahomey, chez Béanzé, il a chassé les Sénégalois comme Dodds
Et toi, tu ramènes Platon. Il dit, mais Platon, quand il faisait l'enseignement de la philosophie, il y avait les prolégomènes. Les prolégomènes, c'est qu'il prenait ses disciples et puis il leur faisait ce qu'on appelle la mignominie. C'est-à-dire que les mignons. Donc, il y avait un disciple favori qui s'appelait Alcibiade. Donc, on dit, avant de te donner la nourriture de l'esprit, je vais d'abord sonder les profondeurs du corps. Que lui-même. Cheikh Anta Diop dit, mais tu vois quelqu'un comme ça, qui enseigne l'amour dans le banquet. Et ça finit par ce qu'on appelle la perforation du mignon. Toi-même, tu vois que tu ramènes la décadence au Dahomey. Là-bas, au moins, vous avez des valeurs et vous avez des vertus. Mais là où il m'a collé, c'est qu'il m'a posé juste une question. Il a dit, bon, si j'ai bien compris, tu travailles sur le Phédon. Donc le dialogue de Platon sur l'immortalité de l'âme. Mais est-ce que tu peux me dire comment le dialogue se termine? Alors là, cette question, je n'avais jamais pensé qu'on puisse la poser même. Tout ce que je savais, c'était réciter comme les gens qui font l'étude coranique. Ils font l'arabe sans savoir de quoi ils parlent. Comme moi, je récitais en grec. Donc Cheikh Anta Diop a dit qu'il s'inquiétait pour ma santé mentale. C'est après que j'ai compris que j'étais déjà dans l'antichambre de la folie. Mais c'était mon psychiatre, Cheikh Anta Diop. Parce que Cheikh Anta Diop a dit, quand je suis retourné au Sénégal, je me suis fait psychiatre pour naufragés culturels. Parce qu'il venait poser tous les problèmes que les syndromes post-traumatiques qui n'ont pas été résorbés. Parce que, de génération en génération, nous les transmettons par héritage, c'est-à-dire par ce qu'on appelle la déséducation, que les Africains américains ont un très beau mot pour dire, c'est-à-dire miseducation of black people. Donc, ce que je vais faire, c'est premièrement, il me dit, comment ça se termine? Je dis, le dialogue se termine de la façon suivante. Socrate est condamné à boire la ciguë, il est condamné à mort pour avoir corrompu la jeunesse d'Athènes. Et on dit, il va boire la ciguë, donc c'est un poison. Et il dit, non, je sollicite une ultime faveur. Cette ultime faveur, c'est, il faut m'emmener un coq avec une crête bien rouge. Et je vais faire boire de l'eau bénite du Nil. Je veux l'eau du Nil. Alors qu'il y a des fleuves pollués là-bas. À Athènes, à Mytilène, à Phocée, à Sparte. C'est pas la pollution. Ils font comme si ça commence aujourd'hui. Et même Macron veut une taxe pour ça. Non, il ne faut pas taxer ce qui a toujours existé. Ça s'appelle l'escroquerie. Mais comme c'est le président, je dis, votre aimable institution a été fourvoyée par ses conseillers. Bon, quoi qu'il en soit, on lui ramène l'eau du Nil. On fait boire au coq. Et il dit, ce sacrifice, je le dédie à Asclépios. Et Cheikh Anta Diop de me demander, mais c'est qui Asclépios dans le panthéon grec? Là, je ne pourrais plus répondre. Parce que Asclépios, c'est Imhotep. C'est le nom que les Grecs donnaient à des savants noirs pour les diviniser. C'est ainsi que j'ai su pour la première fois de ma vie que les Platons, les Empédocles, les Anaximandres, Anaximènes, tout ça que nous portions sur les fonds baptismaux, ils avaient des maîtres qui étaient noirs. Et le professeur Diop commence à citer ces maîtres-là. Mais je me suis rendu compte que ces maîtres n'étaient pas juste des gens qui avaient des connaissances livresques. C'était des détenteurs de la science sacrée. Et ils appelaient ça eux-mêmes Reknecher. Reknecher, ça veut dire la connaissance totale du divin. C'est-à-dire de la formule divine. La formule divine. Vous voyez? Au sens où nous disons les Medjugorje. C'est ça. C'est-à-dire les paroles dont on parle sont des formules. Un peu comme des formules mathématiques, des formules chimiques,
des formules de ce genre-là. Ce sont les Occidentaux qui, une fois qu'ils ont pillé nos bibliothèques, d'abord la bibliothèque du Ramesséum, où ils ont détruit 700 000 volumes, après les avoir recopiés et fait traduire de force à nos prêtres qui étaient bilingues, qui connaissaient la langue des Lagides, la langue des Macédoniens. Nous sommes donc en 332 avant notre ère, hein, où Alexandre, qui était précepteur, hein, Aristote et Alexandre étaient en symbiose, vivaient en symbiose. Donc ils ont pris tout ça et ils ont créé en même temps la franc-maçonnerie. Parce que ce qu'on appelle le Corpus Hermeticum, c'est le premier texte maçonnique connu, n'est-ce pas? Et on cache souvent, on dit non, les Templiers, les bâtisseurs des cathédrales, tout ça sont des diversions pour tromper ceux qui ne savent pas que nous savons qui savent. Donc, à partir de ce moment-là, un problème va se poser maintenant. Ce problème est le suivant. C'est-à-dire, quelle est cette science? Quel est le contenu de cette science? D'abord, c'est ça que Cheikh Anta Diop m'a apporté. Moi, je dis ceci. Il n'y a pas sur la terre quelqu'un qui ait le niveau de Cheikh Anta Diop. J'entends dire qu'il y a tel ou tel faiseur de miracles et faiseur de je ne sais quoi. Mais heureusement que ces gens ne savent faire que des petits miracles. Parce que devant Cheikh Anta Diop et au Benga, il n'y a personne. Il y a Cheikh Anta Diop qui est au sommet de la pyramide, au Benga, qui est le scribe qui transmet la connaissance, et tout le reste, ce sont des gens qui contemplent du bas de la pyramide l'envolée de Cheikh Anta Diop. Donc, nous disons que nous ne pouvons pas consacrer 35 ans de notre vie à visage découvert à une cause qui n'est pas essentielle pour l'humanité. Et spécialement pour l'humanité mélano-africaine. Nous ne pouvons pas. Parce que nous savons très bien la machine de guerre de l'Occident. Nous savons que l'Occident a tué au moins 400 millions d'êtres humains pour pouvoir faire l'accumulation primitive du capital. C'est-à-dire, à partir de 1444, l'Occident entre dans une logique génocidaire sans fin. Mais cette logique, comme nous sommes devenus amnésiques, parce qu'un peuple amnésique est un peuple sans conscience historique, et un peuple sans conscience historique est condamné à disparaître physiquement ou à végéter dans le concert des nations comme mendiants cosmopolites, comme nos chefs d'État le font. Enfin, nos chefs d'État, les ai-je choisis? Non. Donc la question centrale est celle-ci. Pourquoi toute l'érudition occidentale est focalisée depuis plus de 70 ans pour détruire l'œuvre de Cheikh Anta Diop? Vous pensez que des départements d'archéologie, l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, l'Institut germanique d'archéologie orientale, l'Institut des États-Unis, hein, peuvent dire qu'il faut détruire Cheikh Anta Diop par distraction ou simplement parce qu'ils se sont trompés d'adversaire? En fait, l'œuvre de Cheikh Anta Diop, si elle était prise au sérieux, entraînerait une réécriture scientifique de toute l'histoire de l'humanité et par ricochet le suicide intellectuel de l'Occident. Le suicide intellectuel de l'Occident. On appelle ça la dialectique de la corde et du pendu. Qui est-ce qui aime mieux l'autre? C'est la corde ou le pendu? Donc l'Occident ne peut pas se suicider pour vous, pour les nègres. Donc le problème qui se pose maintenant, c'est le problème de la compassion. Tu vois? La compassion qu'il faut avoir pour nos propres bourreaux. Parce qu'ils sont dans une situation où soit ils prennent l'œuvre de Cheikh Anta Diop telle qu'elle est, parce que cette œuvre est confirmée par toutes les découvertes scientifiques depuis sa mort. Je dirais même depuis le colloque du Caire. Depuis 45 ans. Toutes les découvertes scientifiques corroborent les affirmations, les thèses et les jalons posés par Cheikh Anta Diop. Vous voyez? Donc, l'érudition occidentale est arrivée au bord du précipice et du suicide. Voilà pourquoi ils sont nerveux. Voilà pourquoi on voit que tout en Camon, ils font des émissions où il y a ce que j'appelle des jongleurs dans un cirque
médiatiques immenses qui ne savent même pas jongler. Tu vois, non? C'est-à-dire que l'Occident s'est inventé des histoires pour se donner l'illusion d'exister dans l'histoire. L'Occident que tu vois. C'est pour ça que Garaudy a dit l'Occident, c'est un accident. C'est un accident qui veut cesser d'être accidentel. Donc c'est ça l'Occident. Donc l'Occident s'est inventé des histoires. Alors il y a une des histoires qu'on appelle l'orientalisme. Vous voyez? C'est-à-dire on attribue par une frustration de patrimoine toutes les découvertes des Noirs africains à des peuples blancs mythiques qui déambuleraient, feraient des itinérances en Orient. Moi, l'Orient pour moi, c'est l'Est. L'Est. Quand je suis quelque part, je me tourne, l'Orient est là-bas. Ainsi de suite. Donc, pour moi, il n'y a pas un continent qui s'appelle l'Orient. Donc, on a inventé le Proche-Orient. On a inventé le Moyen-Orient. On a inventé l'Extrême-Orient. Mais cette discipline, c'est une discipline pour dire que ce sont les Sémites. Les Sémites qui ont apporté la civilisation à l'humanité. C'est pour ça qu'il y a l'orientalisme. Bien. Il y a l'américanisme. L'américanisme, c'est quoi? On prend la civilisation des Mayas, des Aztèques, tout ça, et on donne ça à des peuples mythiques qui auraient apporté ces cultures aux Mayas. Et parfois même des extraterrestres qui n'ont laissé aucune pyramide dans leur ciel là-bas. Donc, je dis bien que c'est ce qu'ils ont inventé. Après, ils ont dit aussi qu'il y a l'africanisme. Et c'est là le problème. C'est-à-dire le vice rédhibitoire de l'Occident, c'est d'avoir inventé l'africanisme. C'est quoi l'africanisme? L'africanisme, c'est une discipline d'érudition où des gens qui ne savent pas parler les langues des Dogons s'improvisent spécialistes des Dogons et font des dogonneries. Donc, c'est comme si moi je fais des gauloiseries. Je parle des Gaulois. Tu vois, non? C'est des dogonneries parce que ils ne connaissent pas les langues. Tu comprends? Bon, mais ils enseignent ces langues aux gens qui connaissent les langues. Et ils leur disent, ah, je ne suis pas content parce que tu as mal traduit dans ta langue. Alors que lui-même ne connaît pas. Tu vois? Donc j'appelle ça des imposteurs. Mais ce ne sont pas seulement des imposteurs. Ce sont aussi des espions. C'est-à-dire, ce sont des gens qui s'introduisent dans les cercles africains pour pouvoir détruire nos confréries. Parce que, comme il faut bien de la matière, donc ils vont là-bas, ils envoient nos enfants inconscients, francs-maçons, rosicruciens, qui vont prendre l'information pour rien, c'est bradé, et après ils ramènent ici. Et ils ramènent en Afrique pour vendre plus cher. En plus, ce sont des conseillers, des hommes d'État africains qui sont pour eux de simples exécutants. Les vrais décideurs de la Côte d'Ivoire, ce n'est ni Ouattara, ni Gon Coulibaly, ni tout ça. Les vrais décideurs, ils sont au nombre de 5. Ils ne viennent pas à la télé parce qu'ils n'en ont pas besoin, puisqu'ils tirent bien les ficelles. Hein? Il y a un qui s'appelle Philippe Séré-Eiffel. Bon, sa mère est juive d'Israël, Haïfa. Son père, son grand-père, c'est la tour Eiffel, que tu vois, Eiffel Tower, la fierté de Paris. La girafe en fer. Donc c'est ça. Donc tu vois bien que, toi-même tu vois bien que des nègres viennent, payent pour prendre la photo de cette girafe. Pendant que les locodèmes eux-mêmes disent non, il faut aller vers la pyramide de Khufu. C'est là-bas qu'il y a du spectacle. Tu vois, non? Donc, moi, ce que je dis, c'est simple. C'est que les Européens savent qu'ils ont perdu la bataille des idées et des idéaux. Les textes de Cheikh Anta Diop l'ont emporté. Et je crois que le suicide a commencé au colloque du Caire, en 1964. Maintenant, ce qui se poursuit, c'est que le suicidé s'est raté. Donc, il est dans une agonie sans fin, où il est dans une logique revancharde. Vous voyez? Mais ce ne sont pas eux qui vont trancher, en fait. Ceux qui vont trancher, ce sont les enfants africains dont on a parlé cet après-midi. Vous voyez, tous ces enfants-là dont parle Jalissa Sekmé,
que j'ai connue il y a plus de peut-être 30 ans. 30 ans, je l'ai connue. Elle venait avec les sœurs. J'avais aussi Jean-Philippe Corveau au Motoundé comme étudiant. Tous ces gens-là. Bon, mais il y a ceux qui reconnaissent leur dette envers leur père. Et il y a ceux qui font comme s'ils sont nés sans père. Mais tu ne peux rien faire. Donc la seule chose, c'est qu'ils continuent à faire le travail. Et Cheikh Anta Diop m'a donc enseigné. La création. La création. Cheikh Anta Diop a dit, Cheikh Anta Diop qui est le fils du Sahel, selon Boubou Hamad. C'est-à-dire que les 5 nations, les 5 ethnies qui ont quitté la vallée du Nil pour venir affecter la Sénégambie, le territoire de la Sénégambie, tel que nous l'a enseigné notre ancien Yoro Diao. Yoro Diao nous a dit que quand tu vois les Kaukau, quand tu vois les Chinook, quand tu vois les Dieng, que Ivan Sprecha va déformer en disant Dinka, les Dieng, hein? Quand tu vois les Halpula, tu vois tous ces gens-là, c'est la même famille qui est venue du Haut-Nil. Tu vois? Parce qu'il y a eu un épisode cataclysmique qui est la suite de l'Holocauste noir. L'Holocauste noir a commencé avec l'invasion des peuples de la mer, sous Merneptah. Et le pharaon Merneptah s'est allié à la Nubie pour repousser cette horde humaine. Parce que c'était à la suite d'une explosion volcanique dans l'île de Santorini, dans les Cyclades. Donc il les a orientés vers la Cyrénaïque et la Tripolitaine pour éviter que l'Égypte et la Nubie ne soient engloutis sous ce flot humain. Vous voyez? Donc c'est ça qui a donné les proto-berbères. Vous voyez les berbères, les proto-berbères. Parce que personne ne peut être là où il fait 50 degrés à l'ombre et être blanc. Tout le monde le sait, c'est une évidence scientifique que nous n'allons pas discuter. Et que même ne discutent pas, il n'y a que les nègres qui discutent. Donc, le problème qui se pose, c'est qu'ils vont rencontrer des noirs, que les latins appelaient les mélanogétus. Et ces noirs vont se mélanger avec eux pour donner des enfants qui ne nous aiment pas non plus, qu'on appelle les Touaregs, qui sévissent au Mali avec l'aide diligente de la France, ainsi de suite. Donc, ce conflit entre le lébou blanc et le lébou noir, c'est ça qui a donné ce que vous appelez la Libye, où les autochtones étaient des noirs, n'est-ce pas? Et qu'on dit aujourd'hui que c'est des esclaves venus du Sud. Bon, donc, la deuxième catastrophe, c'est les Hyksos, les Hekakasut, hein, qui sont un peuple venu vraisemblablement de la Perse, hein, mais qui s'était mélangé aussi avec des éléments résiduels nègres. Donc ce peuple a occupé le territoire de nos ancêtres pendant presque un siècle. Et pour le déloger, il a fallu l'intervention des Nubiens. Des Nubiens qui avaient des biceps et des triceps terribles. Donc ce qui veut dire que les Noirs mangeaient bien. La diététique fonctionnait à plein. Donc ces nègres qui avaient 180 kilos et qui se déplaçaient comme des gazelles. C'est incroyable. Donc ils ont détruit les autres là, les Hyksos. Tu vois? Et les Hyksos utilisaient les techniques de Daesh. Tu vois, non? Bouclier humain et des trucs. Bon. Et nous, à l'époque, on n'était pas vulnérables à cette technique. Parce qu'il suffisait que 2 ou 3 Nubiens, hein, bien nourris, se jettent sur un Daeshi. Et c'était fini. Le tout était joué. Donc on les a écrasés. Parce que n'oubliez pas que c'est tout ça qu'ils ont en tête. On les a battus aussi. Le pharaon Menkhéperre Djeroutimès, sur toute mon histoire, les a pris. Donc ils étaient 120 ethnies. À un endroit qui est resté pour un traumatisme. C'est-à-dire Megiddo. La bataille de Megiddo. Si vous voulez savoir la puissance du nègre, il faut étudier la bataille de Kadesh et la bataille de Megiddo. Il ne faut pas étudier les petites batailles actuelles.
de Daesh. Donc, le problème, c'est qu'on les a tellement battus qu'ils ont mis dans leur texte, c'est-à-dire ceux qui ont écrit ce texte-là, le roman d'Esdras, ils ont mis dedans, la Bible hébraïque, je veux dire, ils ont mis dedans qu'il y a ce qu'on appelle, je reviendrai là-dessus. C'est pas important, parce que souvent ils disent que je suis en train de subir une cure de désintoxication pour m'enlever l'antisémitisme. Donc ce n'est pas le moment de rechuter. Bon, donc, ce que je veux dire, pour que vous compreniez, c'est que ils ont une expression qui s'appelle Armageddon. C'est ça, ça veut dire la colline de Megiddo, le souvenir traumatisant de la colline. Et malgré cette invasion, le pharaon Yamessou, c'est-à-dire le fondateur de la 18e dynastie, et le pharaon Kamosé nous ont débarrassés des Hyksos. Après, les Africains eux-mêmes ont commencé à aller chercher des femmes en Italie, dans les harems, pour les mettre maintenant dans les palais. Et les enfants de ces femmes, parce qu'ils ont répudié nos mères, ils les ont transformées en concubines. Et donc, il y a eu régression statutaire de la femme noire. Le statut juridique, le statut économique, le statut intellectuel, le statut politique de la femme noire. La femme noire l'a perdu du fait de nos propres contradictions. C'est-à-dire ce que j'appelle les causes endogènes de la régression des civilisations africaines. Il y a les causes exogènes. Mais d'où vient que nous ayons pu supporter l'impact pendant des millénaires et tout d'un coup, à partir de la 18e dynastie, on commence à chuter. C'est parce qu'il y a ces éléments-là. Ces enfants royaux, une fois qu'ils grandissaient, ils suivaient la culture de leur mère. Et ils n'avaient plus de fibres patriotiques. La Nubie n'évoquait plus rien pour eux. C'était plus la terre de leurs ancêtres. Tout ça. Donc nous avons mis dans nos palais des mercenaires qui, sous Psamétique, vont consacrer la perte de la race noire. Mais nous avons fait plus grave. Nous avons commencé à dire qu'il n'y a pas de culture pharaonique ni nubienne. Il y a une culture cosmopolite. Cette vision va être très prégnante sous Akhenaton. La tentative de réforme d'Akhenaton avait un volet social, un volet économique, mais c'était au niveau de la superstructure idéologique le début de l'universalisme, qui se traduisait par un Dieu unique, qui est de l'ordre d'un monothéisme monotone, par opposition au monothéisme polymorphique d'Amon, et ce monothéisme monotone, que j'appelle le monotonothéisme, n'est-ce pas, a consacré notre perte. Parce qu'il y avait un bicéphalisme à la tête de l'État, jusqu'au premier coup d'État militaire de l'histoire, qui sera fomenté par le général Khorencheb. Et le général Khorencheb va détruire les familles, pour éradiquer ce qu'on appelle l'atonisme. Voilà. On ne parlait pas de kémite ammonier et de kémite atonier avant. Il y avait une vision cohérente, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, les Africains vont commencer à se combattre avec les armes culturelles prises chez les gens qui étaient jusque-là nos subordonnés. Nos subordonnés. Donc, ce phénomène de régression va se poursuivre avec l'agression des Assyriens. Nous sommes en moins 663 avec Assurbanipal, n'est-ce pas? Et 120 000 ans, armés jusqu'aux dents, qui éventrait les femmes pour extraire le fœtus, se livrait à des crimes sans nom. Ensuite, après cet épisode qui a entraîné d'ailleurs des migrations de beaucoup de peuples qui étaient à la frontière périphérique, c'est-à-dire à Souné, c'est-à-dire à Assouan. Assouan étant une déformation arabe. Donc Souné, c'est ça qui a donné Soninké. Donc les populations qui étaient sur le marché sont parties plus loin vers la Mauritanie actuelle pour créer l'empire de Ouagadougou. Ce que vous appelez le Ghana, à la suite des chroniqueurs arabo-musulmans. Mais ce phénomène, cet ébranlement des migrations, parce qu'il y avait une chasse à l'homme contre l'homme noir.
sur son propre territoire. C'est ça qui va entraîner la création de sanctuaires inexpugnables que vous allez appeler plus tard l'Empire du Mali, que vous allez appeler plus tard l'Empire Songhai, hein, qui sera détruit par le Marocain et Djouder, comme vous le savez, que vous appelez le Kanem Bornou, et tout ça jusqu'en Afrique du Sud, en passant par Zimbabwe, Mwenemutapa. Donc, on n'a jamais fait le bilan comptable de l'Holocauste. On n'a jamais rendu grâce aux cahots errants qui sont dans la mer Méditerranée. La mer Méditerranée étant le plus vaste cimetière à ciel ouvert que l'humanité a jamais connu. On n'a jamais fait de cérémonie pour les Congolais qui ont été déportés et qui sont partis là-bas au Brésil, dans le Quilombo de Palmarès, hein, pour poursuivre la résistance et continuer à défendre les valeurs ancestrales. On n'a jamais rendu hommage aux nègres de Trinidad et Tobago. Quand on parle du hip-hop, le hip-hop, c'est, j'ai les vidéos, c'est des Ghanéens à Caen qui faisaient le hip-hop. Et les autres ont dit après qu'ils ont inventé ça. Aux États-Unis, là. Hein? Mais personne n'invente rien. Tout ce qui tombe sous le sang, c'est connu. Il est question tout au plus de redécouverte des valeurs ancestrales. Il en est ainsi dans le domaine de la musique, comme dans les autres domaines. Donc le problème qui se pose, c'est que aussi longtemps que l'homme africain ne fera pas l'inventaire, même quand vous voulez prendre une maison, faites l'inventaire. Parce que peut-être l'autre peut laisser aussi une bombe. Donc faites l'inventaire au moins. Hein? On n'a pas fait l'inventaire. On ne sait même pas ce que nos ancêtres ont apporté réellement. Donc c'est Cheikh Anta Diop qui a apporté cette réponse. Cheikh Anta Diop a dit qu'à partir de 200 000 ans, nos ancêtres, qui étaient également ceux de l'homme, tous les hommes anatomiquement modernes, ont, dans la région des grands lacs africains et nulle part ailleurs, fait face aux défis que la nature leur a lancés. Il y avait des défis civilisationnels du genre comment faire l'agriculture. Hein? Donc, on connaissait les plantes qui empoisonnent et les plantes qui sont comestibles. Hein? Puisque nous sommes végétariens quelque part. Bon, il fallait aussi, puisque la crue du Nil débordait partout, il fallait délimiter les propriétés par la mesure de la terre. La mesure de la terre, c'est ça qu'on appelle la géométrie. Hein? Pour se déplacer, l'homme devait s'orienter selon la course des astres. Donc, il y avait deux phénomènes fugaces qui se produisaient simultanément. C'est le lever du soleil et le lever de Sépédek, hein, que vous appelez Sigitolo chez les Dogons. Hein, on dit l'étoile Sirius, ça veut rien dire, il y a plusieurs Sirius. Il y a Sirius A, Sirius B, il y a Sigitolo, il y a Pontolo, et il y a même le Sirius que l'astronomie moderne n'a pas vu, et que les Dogons ont vu. Bon, donc, il faut que l'homme se déplace. Lorsque l'homme se déplace, ça s'appelle l'horloge céleste. Donc, les migrations sont dues à ça. On regarde vers les cours d'eau sur Terre, et en haut, on regarde le déplacement des étoiles fixes ou les étoiles circumpolaires impérissables, que les Égyptiens appelaient Ikemu Sekou. Donc, le problème qui s'est posé, c'est que ils ont inventé l'astronomie. D'accord? Parce que nous avons des traces, des artefacts de ces inventions. Nous avons la grotte de Blombos, où tu vois la sublimation de la nature par l'art. Et l'art, au départ, c'était rituel. C'est pas pour être vu comme ça, comme un tableau de Picasso. Hein? On nous dit qu'on a volé nos objets d'art et qu'on a mis ça au musée. Non, ce n'est pas des objets d'art, c'est des objets de culte qu'ils ont volés, qu'ils ont dérobés. Donc, tout cela, j'appelle ça la sédimentation du génie humain en Afrique. J'utilise une métaphore géologique pour suggérer qu'il y a eu un processus cumulatif du savoir avec des strates et que ce savoir-là s'est fossilisé en Afrique. De sorte que quand nous parlons de civilisation asiatique, il s'agit d'une civilisation africaine que les Africains qui ont fait les migrations ont apportée en Asie.
Quand nous parlons de civilisation européenne, c'est la civilisation africaine qui a été portée en Europe par l'homme de Grimaldi. Quand nous parlons de civilisation américaine, c'est la même civilisation africaine qui a été portée en Amérique. Hein? Donc pourquoi? Parce qu'il faut tirer toutes les conséquences de la thèse de l'origine monogénétique africaine et nègre de l'humanité. C'est-à-dire que la culture ne peut pas être découverte. Hein? La même chose, l'agriculture ne peut pas être découverte 10 fois à des endroits différents. On découvre l'agriculture une fois, et une fois qu'on a découvert l'agriculture, ben, les hommes utilisent et améliorent les techniques. Mais on ne peut pas dire qu'on a inventé l'agriculture en Afrique et il y a eu une autre invention en Asie, puisque l'homme est né en Afrique et non pas en Asie. Donc nous opposons à cela 3 arguments qui sont irréfutables. Le premier est l'argument chronologique. C'est-à-dire, il faut nous montrer en Asie un peuplement qui soit plus ancien ou contemporain de celui de l'Afrique. C'est impossible. Bon, ça, la paléodémographie le montre et nous avons 3 sciences auxiliaires qui permettent de le montrer. Nous avons l'archéologie préhistorique, nous avons la paléontologie humaine et nous avons la génétique des populations. Heureusement qu'on fait la génétique maintenant, parce que le séquençage du génome humain est fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les êtres humains savent tous qu'ils sont d'origine africaine. Et cela a été fait par, et c'est normal, par la lignée de la femme. Ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial, par opposition au chromosome Y. Donc nous savons que les premiers hommes étaient nécessairement noirs. On n'avait même pas besoin qu'on fasse des tests génétiques. En tout cas, ça a été fait pour ce qui est de Toutankhamon. Mais ils ont caché les résultats. C'est de ça que j'ai parlé quand j'ai guidé l'exposition il y a quelques jours. Parce que c'est écrit ceci. L'analyse histologique du tissu épithélial a permis de mettre en évidence la présence de granules de mélanine dans le cytoplasme de la couche basale des momies. Ça veut dire que les granulations microscopiques des pigments noirs étaient visibles en laboratoire. Lorsqu'on fait simplement la lumière artificielle, il y a ce qu'on appelle l'effervescence des granulations. Donc ça veut dire que c'est la mélanine pure sur toutes les momies. Bon, maintenant nous savons aussi qu'ils déplacent les momies. Par exemple, ils enlèvent une momie d'Ahmed Nefertari de sa tombe et on met une momie romaine. Mais là aussi, on les coince par son date. Et quand on date, on dit c'est curieux. Voici Ahmed Nefertari qui a vécu il y a 1400 avant notre ère et il y a une momie de 300 de notre ère. C'est comment ça se fait? Ils ont dit non, c'est que les méthodes de datation n'étant pas perfectionnées, il y a des marges d'erreur. Mais l'erreur est dans leur tête. L'erreur est dans leur tête. Donc ce que nous disons, et ça doit être clair pour tout le monde, la bataille des idées et des idéaux a été gagnée par Cheikh Anta Diop. Donc nous pouvons maintenant affirmer de façon sûre, et il n'y aura pas de démenti sérieux. Tout le reste, ce sont des gesticulations de gens qui n'ont aucune formation technique. Il faut appeler un chat par un chat. Lorsque tu ne connais pas, aie l'humilité de dire que tu ne connais pas. Ce n'est pas parce que tu as la peau blanche que tu connais. Hein? Il y a plein de tarés parmi les blancs, comme il y en a aussi dans les autres races. Hein? Mais il ne faut pas nous opposer des tarés quand même, parce que nous sommes les disciples de ce qui se fait de mieux dans le monde en matière de science. Cheikh Anta Diop et son école. Donc nous disons qu'il y a 5 points maintenant sur lesquels on ne peut plus discuter. Voilà ce que nous disons. 1. Le premier point. L'origine des sciences. Oui, j'ai fini. Oui. L'origine des sciences. Donc, les mathématiques. Si on peut trouver plus anciennes découvertes que Ishango, au Congo, qu'on nous donne. Bien, l'humanité est édifiée. L'origine de ce qu'on appelle la métallurgie du fer. On sait très bien que c'est à partir de là que la technostructure a avancé et a évolué. Ensuite, l'origine de l'écriture. Voilà, le temps nous manque, je voulais juste montrer, c'était simple à faire. Hein? L'origine de l'écriture. On parle d'alphabet grec, mais les Grecs n'ont jamais eu d'alphabet. Ils ont pris les caractères phéniciens, lesquels Phéniciens avaient pris ça chez dans le proto-sinaïtique, et puis ce sont les hiéroglyphes qui ont inspiré le proto-sinaïtique. Il n'y a jamais d'alphabet. Et au demeurant, on dit que l'Afrique est une civilisation de l'oralité, mais il y a la même écriture hiéroglyphique partout en Afrique. L'écriture Vaï, l'écriture Nsibidi,
l'écriture Kikuyu, l'écriture Jikandi, l'écriture du Dahomey, sur laquelle j'ai écrit mon premier article, dans Ankh. Moi, je suis à Chantilly, les Atinkra. Voilà, absolument. Donc, l'Afrique a connu toutes ces écritures. Mais je suis toujours curieux, on ne m'a pas répondu. Quelle était l'écriture des Gaulois? Ah ben alors. Donc, vous voyez bien, à part courir derrière des sangliers, ils ont fait quoi? Quelle est la capitale de leur royaume? Comment s'appelait leur roi? On me parle d'un quelqu'un qui jette des cailloux comme Vercingétorix, qu'on amène à Rome pour le supplicier. C'est pas sérieux. Donc, nous sommes très clairs. Nous disons ceci. Tous les acquis de l'œuvre de Cheikh Anta Diop doivent être enseignés. Si on ne les enseigne pas dans les établissements scolaires, parce qu'on ne voit pas en quoi on va imposer ça aux Européens, parce qu'eux, ils vivent de ça pour ne pas se suicider. D'accord? Nous créons nos écoles. Est-ce qu'on voit les Chinois dans les écoles des Européens? Pourtant, ils sont en France. Pourquoi on nous parle de problèmes de diversité? Diversité, ça ne veut rien dire. Parce qu'on mélange les Noirs avec des homosexuels, des transgenres, des trucs comme ça. C'est un mauvais mélange, ça. Hein? Non, nous, on ne veut pas la diversité. On veut l'identité kémite. C'est clair. On est donc dans l'identité kémite. Et c'est sur ça que je veux finir. Nous avons échoué à vouloir entrer dans les institutions qui ne sont pas faites pour nous. Nous avons échoué. Notre premier échec date de la Ligue de la défense de la race nègre, qui avait été fondée par Tiemoko Garang Kouyaté, Lamine Senghor et Elifor, un frère caribéen qui leur a donné main forte. C'était des tirailleurs qui sortaient de la guerre et qui ont compris qu'ils n'avaient plus de droits. La France leur a enlevé tous leurs droits. Ensuite, il y a eu le GAREP, le Groupement africain de recherche politique. Il y a ensuite le mouvement qu'on appelle le Rassemblement des Africains pour la culture. Ça a échoué. Parce qu'ils veulent des subventions des Blancs. Ils veulent qu'on leur donne la nationalité, qu'on les traite comme des Blancs. Et tout ça, ça ne peut jamais marcher. Ensuite, il y a eu la FEANF, que vous connaissez, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Hein? Plus près de nous, il y a eu le CLORAF, le Comité de liaison des originaires d'Afrique en France. Ensuite, il y a eu l'intersyndicale des organisations d'étudiants africains en France. Hein? Il y a eu, plus près de nous encore, le Conseil représentatif des associations noires, qui était dirigé en fait par le CRIF. Il y a eu le MAF, le mouvement des Africains français qui sont actuellement en fuite. Il n'y a plus de réunion. On apprend qu'on est en train de soutenir là-bas le président momifié, Paul Biya. Hein? Donc, tous ces échecs doivent nous emmener maintenant à créer ce que j'appelle un réseau d'entraide, de solidarité et de partage. En tous les Kémites qui reconnaissent qu'ils ont la même origine, donc une communauté d'origine, qu'ils ont une communauté de valeurs autour de la maths, une communauté de souffrance, parce que quand on parle de l'Holocauste noir, c'est d'eux qu'on parle. Ce n'est pas de Victor Schœlcher, ni des autres. Comme j'étais parti aux Antilles pour aller déchouquer Schœlcher. Hein? Là-bas, ça a été mal pris parce que les francs-maçons étaient montés en créneau, c'est normal. Il y a aussi la communauté d'intérêt. La communauté d'intérêt. Nous sommes la seule communauté à ne pas avoir compris que nos intérêts ne coïncident pas avec ceux des autres. La communauté française est une communauté, en fait, kaléidoscopique, dans laquelle il y a toutes sortes de migrants qui sont venus. Mais les Français ne veulent pas que les nègres émergent économiquement. Donc les nègres ne peuvent pas émerger, excusez-moi, dans le cadre d'un projet d'intégration en France. Tous les échecs sont patents. Donc nous lançons un appel à écouter les autorités du Ghana. Les autorités du Ghana, en alliance avec les autorités du Botswana, du Rwanda, de l'Éthiopie et de la Namibie, ont décidé de faire venir les Africains, les Noirs. Back to Africa Project. C'est le projet de Marcus Garvey, qu'ils sont en train de réactualiser avec l'aide du milliardaire Dangote, qui est la plus grande fortune d'Afrique et qui a mis sa fondation dans la balance. Donc tous
les gens qui sont ici, en France, la terre la plus défavorable aux Noirs, en dépit des slogans affichés, n'est-ce pas? Tous les gens qui sont ici, qui sont des gâchis humains et des gâchis sociaux. Tu as un doctorat et puis tu es vigile. Hein? Ils doivent rentrer en Afrique. Hein? Nous devons investir en Afrique. Nous devons apporter le concours décisif de notre expertise pour créer les États-Unis d'Afrique. C'est le seul salut pour les Noirs qui vivent en Europe. Parce que tu ne peux pas libérer un peuple à partir du front extérieur, où l'ennemi est renforcé. Tu dois partir de la base arrière de ce peuple. Et cette base arrière, il y a 5 hommes qui nous ont apporté les éléments dans les temps contemporains. Le premier, c'est un Haïtien, donc Anténor Joseph Firmin. Le deuxième, c'est un Haïtien, Benito Dardagnan Sylvain. Le troisième, c'est un Trinidadien, Henry Sylvester Williams. Le quatrième, c'est un Africain-Américain, Martin Robinson Delaney. Et le cinquième, le plus grand de tous, après Cheikh Anta Diop, c'est Marcus Aurelius Mosiah Garvey. Ces hommes ont apporté la formule. Il s'agit maintenant de cesser d'avoir ce que j'appelle des perceptions myopiques, que nous appelons nkrumahisme, sankarisme, lumumbisme, garvérisme, pour aller vers une vision unique. Une vision unique. Et cette vision, c'est les États-Unis d'Afrique. United States of Africa. Et c'est cette vision que nous devons faire à partir de maintenant. Et je vais terminer en disant ceci. Je remercie le collectif Aoussar parce que ce sont des jeunes très dynamiques. Je remercie tous les groupes de kémites d'avant-garde que je ne confonds pas avec les fanfarons kamitomanes qui sévissent sur la toile, n'est-ce pas? Et qui font même un combat maintenant qui est contre nos intérêts, dans une certaine mesure, par aveuglement et par absence de formation, il faut bien le dire. Donc pour moi, le retour à l'Égypte antique, à la Nubie, ce n'est pas du luxe. C'est la seule façon de renouer avec nos humanités. Et sans nos humanités, on ne peut pas partir de la vision pour faire une organisation unique et de l'organisation pour faire un plan d'action unique. Et ceci avec des bilans d'étapes. C'est cela que mon maître Cheikh Anta Diop a formulé. Et c'est le premier fragment de Cheikh Anta Diop qui m'a été donné de lire. Et j'ai toujours plaisir à communiquer avec les frères sur ça. C'est dans Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérités historiques. Cet ouvrage qui est paru en 1967 aux éditions Présence africaine. Mon maître Cheikh Anta Diop disait ceci, et c'est sur ça que je vais prendre congé avec vous. Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se montrer de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Ici, sans chez lui, il n'y a point dépaysé comme le serait tout autre homme, qui soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélée par les thèses égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Hotep.